Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin je dis nouvelle vidéo mais je devrais dire nouvelle rubrique car en effet elle va être entièrement consacrée au digital painting ou peinture numérique en français. Pour cela on va utiliser le logiciel Sketchbook qui est un outil pensé au mieux pour réaliser des dessins et illustrations de la façon la plus traditionnelle possible. Et en plus il est entièrement gratuit. Dans un premier temps on va récupérer et installer le logiciel ensemble. Puis, on fera un tour complet de l'interface de Sketchbook pour que vous puissiez mieux connaître tous les outils qu'il propose afin de les utiliser pour vos futures créations. Et on terminera par la démonstration d'un speed painting sur le thème de la nature avec l'illustration d'une libellule. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors on va tout d'abord commencer par récupérer le logiciel pour l'installer. Donc je vous ai mis un lien dans la description qui va vous mener directement au site du constructeur du logiciel. Donc voilà, vous devez arriver à peu près sur cette page. Donc là ça vous explique ce que c'est le logiciel et bon, vous lirez tranquillement ça si vous le souhaitez Donc là déjà pour utiliser ce logiciel je vous conseille quand même d'avoir une tablette graphique. N'essayez pas de dessiner à la souris parce que vous perdriez toute sensibilité du logiciel, c'est à dire la pression du stylet pour avoir des traits avec une pression faible, une pression plus élevée. Donc ça vous pouvez l'avoir qu'à la tablette graphique, à la souris c'est impossible. Voilà, donc une fois que vous êtes sur ce site, vous cliquez sur télécharger. Ça va se télécharger automatiquement. Normalement à la bonne version de votre système. C'est-à-dire que si vous avez un Mac, ça va télécharger un Mac, et si vous avez Windows, ça va télécharger le Windows. Si ça ne le fait pas, ben, vous pouvez forcer le téléchargement en cliquez ici, ou télécharger directement la version du logiciel que vous souhaitez, Windows 64 bits ou Mac. Donc là moi je vais l'annuler parce que je viens de le télécharger déjà, pour qu'on puisse le faire ensemble, donc j'annule. Voilà, donc ça on n'a plus besoin de cette fenêtre, on peut la fermer. Une fois que c'est téléchargé, vous allez aller dans téléchargement, normalement c'est là où il s'est téléchargé. Là vous avez le logiciel qui est ici, donc vous double-cliquez dessus. Voilà, ça vous ouvre cette fenêtre, donc là vous dites oui. Ensuite vous avez cette fenêtre, donc là c'est les conditions, le contrat de licence, bon, vous pouvez le lire si vous le souhaitez. Bon, moi j'accepte, allez, suivant. Voilà, ça se lance. Bon, je suis obligé de décaler la fenêtre à chaque fois parce que j'ai deux écrans, donc ça se met tout le temps sur l'autre écran. Donc suivant. Bon, ajouter les raccourcis, moi je suis ok pour ça, donc suivant. Type de fichier, ben moi je vais laisser le TIFF. Vous n'avez qu'à faire pareil, au moins on aura la même configuration. Installer. Donc là ça s'installe. Donc là moi déjà la fenêtre de fond je peux la fermer. Ici afficher le fichier readme, on s'en fout, vous le décochez, on clique sur terminer. Et là vous cliquez terminer. Donc ça vous a créé une icône sur le bureau qui est ici. Je vais le placer dans le coin là. Vous double-cliquez dessus. Et là, ça va vous ouvrir cette page. Donc on devrait avoir à peu près la même chose. Bon alors on va voir ensemble l'interface du logiciel. Donc on va essayer quand même je vais essayer quand même de vous montrer ça rapidement, que ça fasse pas un tuto qui dure 3 plombes. Je vais juste vous montrer quand même l'essentiel, car de toute façon après dans les prochains tutos on fera des exercices où on se servira de tel ou tel outil pour vous montrer justement son utilité. Donc on va commencer par l'interface du logiciel, c'est-à-dire que ici en haut, là vous avez la barre des menus. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus. Bon, les deux derniers, mon compte et aide, ils n'ont pas une grande utilité, ça c'est juste si vous avez créé un compte sur sketchbook.com. Et là à l'aide, bon, vous avez des documents d'aide de Sketchbook, des blogs, des recherches de mise à jour, ainsi de suite, ou à propos de votre logiciel. Alors le premier menu, c'est le menu fichier. Donc là vous avez tout un tas de choses. Bon, si vous avez l'habitude avec Photoshop ou d'autres logiciels dans le même style, c'est à peu près les mêmes choses. Vous avez nouveau pour créer un nouveau document. Nouveau flipbook, c'est-à-dire que là ça va créer ça va ouvrir un nouveau logiciel qui est intégré dans la version Sketchbook et qui sert à créer des animations. Donc ça on va pas en parler aujourd'hui. Je ferai un tuto exclusivement
pour l'animation. Si ça vous intéresse d'ailleurs, mettez-le dans les commentaires. Ensuite vous avez ouvrir pour ouvrir votre document, voilà, ouvrir récent, c'est-à-dire des fichiers que vous avez enregistrés récemment ou que vous êtes servi. Enregistrer sous, voilà, enregistrer une copie, ajouter une image. Donc là c'est si vous voulez ajouter une image sur votre document pour vous servir, pour vous en servir, hein. Ça peut être un dessin que vous avez réalisé pour l'incorporer dans un autre dessin. Voilà, ça pareil, on le verra tout à l'heure. La mise en page, imprimer, envoyer un message. Donc vous pouvez envoyer un message directement par ici. Bon, pas très grande utilité, ça enverra l'image que vous aurez créée par mail directement. Alors, à modifier ensuite, vous avez annuler, rétablir, donc ça c'est, on va en parler tout à l'heure aussi. Couper, copier, bon ça vous devez connaître également. Copie des éléments fusionnés, ça c'est pareil, je vous l'expliquerai quand on fera des tutoriels un peu plus, on va dire, un peu plus poussés. Donc ça j'en parlerai à ce moment-là. Coller, effacer, bon, sélectionner tout, bon. La réactivité du stylet, bon ça peut être pas mal. Moi je l'ai mis au plus, mais vous pouvez le régler, voilà, c'est selon, par exemple si je prends, on va prendre le stylo encreur, si je fais par exemple comme ceci, si je mets au moins, il est moins, j'ai moins besoin d'appuyer, il fait directement le trait est directement plus gros. Si je vais au plus, vous voyez, il faudra que j'appuie beaucoup plus pour faire des gros traits. Bon, ben moi je préfère travailler quand même de cette façon, hein. Voilà, après chacun règle à sa façon son stylet, hein. Ça, en plus c'est selon la tablette graphique. Donc on va le laisser aller, moi j'étais comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Pour effacer si vous avez fait des gribouillis là, vous avez le dossier calque ici. On y reviendra tout à l'heure, mais là c'est juste pour vous expliquer rapidement comment on efface. Alors ou vous appuyez sur la barre sur votre clavier sur Supre, ou alors vous avez un petit icône ici qui sert à effacer aussi également. Donc on revient à nos menus. Donc ensuite vous avez le menu image, donc taille de l'image. Donc là ça vous donne directement la taille de l'image de votre document. D'office, Sketchbook vous crée un document qui fait la taille de votre écran. C'est-à-dire que moi il est réglé sur 1920 par 1080, donc il m'a créé un document environ à la même taille. Sauf sur la hauteur, car la hauteur elle déduit quand même la barre des menus. Voilà. Donc après ça on y reviendra tout à l'heure aussi. Donc là ok. Voilà, on revient à l'image. Rogner, ajuster. Donc ajuster, ça c'est pareil, je ferai un tuto spécialement pour ça. C'est pour régler les luminosité, contraste, les teintes saturation, les niveaux de couleur, gamme de gris, c'est-à-dire si vous avez une image en couleur, vous pouvez la désaturer directement et la passer en niveau de gris. Voilà. Faire pivoter votre document à gauche, à droite, le mettre en zone de miroir, c'est très pratique, ça on en parlera aussi. Basculer la zone verticalement, voilà. Mettre simplement le calque en miroir, c'est-à-dire que si vous avez une dizaine de calques pour votre illustration, c'est que le calque qui sera en bleu qui sera mis en miroir. Ok. Ensuite basculer le calque verticalement, et ensuite vous avez les symétries X ou Y qui sont des raccourcis que vous avez ici sur la barre d'outils qu'on va en parler. D'ailleurs on va en parler tout à l'heure. Bon, ensuite le mode fenêtre. Donc là le mode fenêtre, enfin le menu fenêtre, c'est tout ce que vous avez à l'écran. C'est-à-dire que là j'ai la barre d'outils qui est cochée, donc elle est affichée, elle est ici. La lagune, elle est en bas ici. Le curseur des couleurs, vous les avez ici, vous l'avez là, et ainsi de suite. Si par exemple je voulais cacher la lagune, ben, je décocherai là et elle disparaît. D'ailleurs, on va en terminer directement avec la lagune, car on va pas non plus la détailler aujourd'hui, et pour moi elle n'a pas utilité de toute façon, parce qu'on a déjà tous les icônes qui sont présents sur l'interface. Si vous voulez, la lagune, c'est un raccourci de tout ce que vous avez affiché à l'écran. Là vous avez tout un tas d'outils que vous pouvez sélectionner, comme la règle, le rapporteur, le menu calque, les symétries, vous les avez dans la barre d'outils. Là ici vous avez les pinceaux, donc là vous avez quelques pinceaux en raccourci que vous pouvez directement sélectionner, mais bon, il n'y en a pas tellement, c'est vraiment si vous travaillez avec peu d'outils,
Si vous avez l'habitude de travailler avec 5 ou 6 outils, toujours de la même façon, c'est bien de travailler à la lagune. Voilà. Mais moi, pour ce tutoriel, je vous demande directement de la décocher. On va pas en parler. Si vous voulez en savoir plus sur la lagune, mais vous me le mettez dans les commentaires, on fera un tutoriel spécialement pour la lagune, parce qu'on peut la configurer après avec les outils que vous souhaitez, tout ça. Mais bon, on va pas en avoir besoin aujourd'hui. Alors ensuite, bon après voilà, hein, vous décochez, on va y revenir. Hein. Bibliothèque des pinceaux, ça pareil, hein, c'est un raccourci qui est affiché ici, sur la palette des pinceaux, donc ça on va en parler tout à l'heure aussi. Donc voilà, on a fait le tour de la barre des menus. Donc maintenant on va parler de la barre d'outils. Alors pour la barre d'outils, elle se trouve ici. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va d'abord parler de cette partie là, que vous avez ici. Alors, le premier icône que vous avez là, c'est pour activer ou désactiver les calques. Le panneau des calques qui se trouve ici. Ensuite, vous avez la palette des pinceaux, donc qui se trouve là-bas, dans le coin. Après, vous pouvez configurer votre interface comme vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez tout mettre d'un côté, voilà, c'est vous qui voyez. Après, vous verrez comment vous souhaitez arranger votre interface. Ensuite, ici, vous avez la palette, l'éditeur de couleurs qui se trouve là. Vous voyez? Et ensuite, ici, un truc qui est pas mal, c'est la bibliothèque Copic. Car en effet, Sketchbook travaille avec Copic. Enfin, ils ont rentré toute la bibliothèque des feutres à alcool Copic. C'est-à-dire que si vous réalisez une illustration avec ces couleurs, vous avez directement les références et les bonnes références de vos feutres. C'est-à-dire que si par exemple vous travaillez avec celui-là, avec le Y28, ensuite avec le Y32, bon, et tout un tas d'autres références, ben vous pouvez sauvegarder vos références et les acheter en traditionnel pour réaliser votre illustration en traditionnel avec les bonnes couleurs. Donc ça c'est pareil, je vais en parler tout à l'heure. Alors, je le décoche pour l'instant, je vais fermer même l'éditeur de couleurs, on va garder juste les calques, comme ceci. Donc là je vais effacer montrer que j'ai fait à l'écran. Ensuite, donc on a vu ça, on va revenir carrément ici. Alors ici, vous avez, c'est le CTRL Z, on va parler de, c'est comme exactement comme sur Photoshop. C'est-à-dire que le rouge sert à revenir en arrière, donc, et le vert sert à rétablir. Alors, exemple, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 traits. Et bien, je peux revenir. Si je me suis trompé sur ces 5 traits, que c'était pas, il fallait pas les faire à ces endroits-là, et que j'ai déjà dessiné, si vous voulez, il y a déjà un dessin au fond qui est réalisé, et bien je reviens en arrière pour effacer ces fameux traits, et là je peux repartir à 0. Voilà. Ou alors si je me dis, ah non mais non, ils étaient justes, ben je peux les rétablir, ou j'en rétablis que 3, ainsi de suite. Normalement, il y a, dans les préférences, ici, dans modifier préférences, d'ailleurs je vous en ai pas parlé tout à l'heure, vous avez dans général le nombre d'annulations, le nombre maximal d'annulations possible recommandé par Sketchbook. Donc là c'est réglé sur 50. Bon, moi je vais le laisser à 50. Si vous avez un PC qui est moins puissant, vous pouvez baisser à 20, 25, c'est à vous de voir. Vous voyez selon la puissance de votre PC si ça fait ramer ou pas. Donc ensuite à pinceau, comme ça on va régler directement notre interface ensemble. Hein. Donc le pointeur en croix du pinceau, ben là vous le laissez cocher en haut. Le contour de pinceau affiche automatiquement le contour de pinceau, on va laisser ça comme ça. Tampon de pinceau, affiche le tampon du pinceau, ça c'est bon. Alors le curseur de pinceau, modifier la taille du pinceau et son opacité, donc ça il faut que ce soit coché. Ensuite curseur de couleur, les deux cochés. Alors la zone de dessin, alors la zone de dessin, ça pour aujourd'hui on va le laisser comme ça, on va pas le toucher. Voilà, ensuite vous avez des touches de raccourci pour chaque outil, pour chaque manœuvre que vous avez à faire dans le logiciel, il y a des raccourcis. Donc je vous invite à aller voir, à jeter un œil sur à cet endroit là dans préférences, touches de raccourci pour voir les touches de raccourci. Bon, je vais vous en donner quelques-unes de toute façon.
Ensuite la lagune, donc ça c'est pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en parlera dans un prochain tuto si vous le souhaitez. Et on peut réinitialiser après toute notre interface. Donc voilà, donc là on a vu pour ça. Donc j'efface. Ensuite, vous avez cet outil qui va ouvrir une palette flottante. Vous avez le raccourci avec la barre espace. Si je ferme et j'appuie sur la barre espace, c'est exactement la même palette qui s'ouvre, mais c'est beaucoup plus pratique car si je veux l'activer par la barre d'outils, elle reste active. J'appuie, elle reste active. Donc ça veut dire que je déplace, et pour la désactiver, il faut que je ferme ici. Donc c'est moins ergonomique, c'est moins pratique et moins rapide. Alors que si j'appuie sur la barre espace, je laisse appuyer, je déplace, je lâche la barre espace, je peux dessiner directement. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Donc cette palette flottante, elle sert à quoi? Donc sur le contour extérieur, vous pouvez déplacer votre document, votre page, on va dire, sur votre interface, hein, comme dans la réalité, si vous voulez la bouger sur votre plan de travail. Vous pouvez la dézoomer ou la zoomer. Bon, ça c'est si vous voulez prendre du recul, comme dans la réalité, quand vous prenez du recul sur votre dessin. Vous pouvez soit la faire tourner. Voyez, et vous avez on va dire une aimantation automatique de votre feuille, de votre document. Si vous y allez doucement, au bout d'un moment, elle va se recaler automatiquement sur le point horizontal, mais aussi bien vertical. Vous voyez, je vais doucement et d'un coup, clac, elle est aimantée sur le côté. Tac. Alors que si je veux tourner carrément, je vais franco. Hein, mais si je veux revenir en position initiale, eh bien, je vais y aller doucement et va se recaler. Alors vous pouvez aussi revenir en position initiale en faisant un touche de raccourci CTRL 0. Là ça revient à l'état d'origine, c'est-à-dire que votre document il reprend tout l'écran carrément. CTRL 0 c'est le 0 que vous avez au-dessus de vos touches de vos lettres, c'est-à-dire au-dessus du O, entre le O et le P. Hein. C'est pas les touches numériques que vous avez à droite de votre clavier. Donc là on a vu la touche raccourci pour ça. Ensuite vous avez ces éléments. Donc ça c'est pour faire des sélections. C'est-à-dire que si par exemple je sélectionne ça, ça va faire une sélection rectangulaire. D'accord? Si vous maintenez Shift appuyé, ça va faire un carré parfait. Si je lâche, on peut modifier largeur, hauteur. D'accord? Cette icône sert à annuler la sélection. Vous avez la touche raccourci comme sur Photoshop, CTRL D. Vous l'avez ici, mais vous l'avez ici aussi. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis deux fois, mais bon. Ensuite, vous avez la section ovale, la sélection ovale. Donc, vous pouvez faire des ellipses, des ronds. Si vous voulez faire pareil, un rond parfait, vous maintenez Shift appuyé et vous agrandissez ou rapetissez comme vous le souhaitez. On va désélectionner. Après, vous avez l'outil de sélection en lasso. Donc là c'est libre, hein, vous pouvez faire la sélection que vous souhaitez, que vous voulez. Voilà. La sélection polygonale, donc là c'est une sélection rectiligne. Hein. Donc là vous faites que des droites. Hein. Donc ça c'est pas mal si vous faites du méca, des choses vraiment de l'architecture, voilà, des trucs mécaniques. Hein. Donc là annulé. Et après vous avez la baguette magique. Alors la baguette magique qui marche avec la tolérance ici. Par rapport à la couleur que vous voulez sélectionner. Bon ça c'est pareil, on en parlera aussi dans des tutos, on s'en servira, donc on en parlera à ce moment là. Et vous avez après échantillonner un calque ou tous les calques. C'est à dire que si vous avez ça qui est désactivé, la baguette magique elle va marcher que sur le calque qui est sélectionné, qui est en bleu. Même si en fond il y a d'autres dessins. Si vous sélectionnez la transparence, ben si vous avez d'autres calques par-dessous, ça va prendre en compte tous les calques. Ok? C'est-à-dire que par exemple, je vais créer 3 calques. Le premier calque, je fais ça. Je vais faire je vais faire des formes basiques, hein, c'est pour aller vite. Le deuxième calque, je vais faire un carré. Et le troisième, je vais faire comme ceci. Si je prends la baguette magique et que je désactive échantillonner un calque, ça va me prendre que l'intérieur
de la forme du premier calque qui est sélectionné. Donc j'annule. Si j'active échantillonner un calque ou tous les calques, normalement, si je clique ici, ça va me prendre que cette forme. Vous voyez? Donc ça peut être très pratique ça pour sélectionner des endroits de votre illustration. Ça c'est pareil, on fera des essais. Vous pouvez vous entraîner chez vous aussi. Hein. Donc allez, j'efface. On va effacer tout ça. On revient sur le calque 1 par exemple. Et ensuite, vous avez comme sur Photoshop, vous choisissez une sélection. Si c'est coché sur remplacer, ben, ça veut dire que si vous sélectionnez une première fois, c'est bon, ça, vous avez votre sélection. Mais si vous refaites une sélection, ça va supprimer la précédente. Si par exemple, vous cliquez sur l'icône du milieu, c'est-à-dire ajouter, là, ça va rajouter à votre sélection. Plus vous sélectionnez, plus ça rajoute à votre sélection. Alors, vous pouvez sélectionner à plusieurs endroits ou alors les fusionner carrément. La dernière sélection, c'est supprimer, c'est-à-dire elle va supprimer à votre sélection. Si je veux supprimer carrément celui-là, et bien voilà, j'ai plus qu'à passer dessus. Et là, si je veux tout supprimer, je sélectionne tout et puis voilà. Donc là, vous avez compris à peu près comment ça fonctionnait. Vous pouvez intervertir la sélection, c'est-à-dire que, par exemple, si je fais ça, je vais sélectionner. Je prends la baguette magique par exemple, je sélectionne l'intérieur du rectangle. Ça m'a sélectionné mon rectangle. On est d'accord. Si je viens cliquer sur inverser, ça va sélectionner tout l'extérieur du rectangle. Vous pouvez faire ça, intervertir comme vous voulez à tout moment. Voilà. Donc ici, on a vu cette deuxième partie. On a vu celle-là, on a vu celle-là, et on a vu celle-là. On va passer à celle-là. Alors, je vais supprimer mon calque. Alors, ici, vous avez l'outil rogner. C'est-à-dire que si je viens faire un rectangle dans cette partie, tout ce qui sera à l'extérieur de mon rectangle sera supprimé automatiquement. Vous voyez, tout mon document sera rétréci et à la dimension que j'ai choisie. Donc je reviens en arrière. Par exemple, si je viens faire, je fais des petites formes manière que vous puissiez voir, et je viens rogner, je me dis, je fais un recadrage sur mon image. Je veux que la composition soit à peu près par là. Tout ce qui sera à l'extérieur va être supprimé. Vous voyez? Voilà. Contrairement à, par exemple, je vais vous montrer quelque chose avant qu'on passe à autre chose, tant qu'on est en train de parler de la composition, du recadrage. On va cliquer sur la barre espace, on va dézoomer, on va supprimer ça, on va prendre l'outil pinceau, l'outil pot de peinture, on va y revenir. Vous laissez la première case cochée, vous avez une couleur qui est choisie, vous cliquez en plein milieu, voilà, ça vous a colorié tout votre document. Vous allez aller à image, à taille de la zone de dessin. Là, ça vous donne la taille de votre image que vous voyez actuellement. Mais on peut l'agrandir. Alors l'agrandir, ça ne veut pas dire l'étirer. Contrairement à si on allait modifier taille de l'image, si on allait cliquer ici pour par exemple passer de 19,2 à, on va dire, à 29,2. Là, ça viendrait faire un étirement. Ça étirerait votre image. Le jaune se trouverait partout, mais il serait étiré. Ça serait un dessin, il serait étiré pareil. Alors que là, à taille de zone de dessin, on vient agrandir notre document. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de place sur notre feuille. Et bien, je viens agrandir. Là, je vais remplacer par exemple par un 2. Et ici par un 2. Et je laisse centrer. Ça veut dire que l'agrandissement va se faire tout le tour du cadre. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que là, j'ai gagné un document, mais ça ne m'a pas modifié mon dessin. Du coup, je peux venir continuer mon dessin sur le document qui a été agrandi. D'accord? Alors, on revient en arrière. Voilà. On va supprimer d'ailleurs cette couleur. CTRL O. CTRL 0, je veux dire. Voilà.
Donc ensuite vous avez cet outil qui ressemble un peu à ce que vous avez ici, sauf que quand vous faites avec ça, ça va déplacer ou modifier votre forme. Exemple, on va faire un rectangle. Je vais le remplir avec le pot de peinture. On annule la sélection. Je viens sur les formes que je vous ai dit. On va choisir rectangle. Je veux venir modifier une forme dans ma forme. Je veux cette partie. Donc là, je vais sélectionner ça, on est d'accord. Ça m'ouvre automatiquement cette palette que vous voyez là, qui n'est pas la même qu'avec la barre espace, c'est une autre. C'est une palette transformation. C'est-à-dire qu'elle va transformer votre forme. Sur la partie extérieure, elle va venir la déplacer. D'accord? Au centre, elle va venir l'agrandir ou la rétrécir. Ici, elle va venir la faire tourner, donc c'est la rotation. Et ici, on va venir changer l'homothétie de la pièce, enfin de la forme. C'est-à-dire, on peut l'étirer en largeur ou en hauteur, l'étirer ou la rétrécir. D'accord? Une fois qu'on a choisi là où on voulait positionner la nouvelle forme, on ferme la croix et là on est bon. La sélection s'annule automatiquement et votre forme est placée. Donc voilà à quoi servent ces sélections. Vous avez la sélection rectangle, la sélection lasso. C'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple comme ceci. Vous avez une forme comme ceci. Voilà. On fait sur OK et là on a déplacé notre forme avec une coupe en forme de vague. Ou alors vous avez directement le choix de calque entier, c'est-à-dire que ça va modifier tout votre calque qui est sélectionné, c'est-à-dire le calque est sélectionné sur la droite, dans la partie calque. Et là ça va modifier la totalité du dessin que vous avez sur ce calque. Ok, donc on va supprimer. On va refaire une forme. On va faire un carré parfait. On va faire un carré parfait avec Shift. On va le remplir avec le pot de peinture. Annuler la sélection. On a ce mode transformation. Alors soit on sélectionne le premier mode qui est à l'échelle, donc il garde l'échelle, c'est-à-dire il garde l'homothétie de la pièce. Il garde pas l'homothétie de la pièce. Vous pouvez modifier la largeur et la hauteur de votre pièce comme vous le souhaitez, hein. D'accord? Ou alors en maintenant Shift, vous gardez l'homothétie de la pièce, enfin de votre forme, de votre dessin. Vous ne jouez pas sur la déformation. D'accord? Donc Shift pour maintenir la déformation et juste agrandir ou rétrécir. Ou alors vous lâchez Shift, vous maintenez aucun bouton et vous tirez sur ces petites, on va dire ces petits, comment on pourrait l'appeler ça, ces petits cercles là qui servent de poignée pour étirer votre forme. Donc on va quand même garder un carré parfait, donc on va maintenir Shift ou on va annuler carrément. Donc vous faites annuler. On va revenir sur ça et on va aller sur l'outil déformer et là on pourra jouer sur la déformation. C'est-à-dire que là on pourrait faire un mur en perspective. Voilà. Ça voudrait dire que là vous avez votre point de fuite qui se trouverait comme ceci. Là vous aurez votre point de fuite ici. D'accord? Et votre ligne d'horizon, voilà. Ça c'est pareil, la perspective on viendra en reparler. Voilà, ça peut être pratique aussi. Si vous avez fait un dessin à l'intérieur d'un carré, par exemple vous avez fait un rond, moi je vais choisir une autre couleur. Vous avez fait un rond à l'intérieur et vous savez pas comment le mettre en perspective, ben vous le faites sur votre carré en premier, c'est-à-dire que vous avez un point à chaque milieu. Là vous avez votre rond. Et pour le mettre en perspective, vous allez cliquer sur déformer. Bon mais là bien sûr ça va faire toute ma forme. Il aurait fallu d'abord que je sélectionne cet outil là. Et vous rebaissez comme j'ai fait pour là. Vous rebaissez les petites poignées pour avoir cet aspect de perspective et votre rond aura l'impression d'être en perspective. Voilà. Alors l'outil pot de peinture. Donc vous avez déjà vu tout à l'heure, on l'a fait plusieurs fois avec l'outil de sélection rectangle. Vous avez soit la possibilité de remplir, on va dire faire un remplissage solide comme ceci,
soit de faire un remplissage linéaire. Donc vous maintenez appuyé à cet endroit là, vous faites glisser, vous lâchez quand vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin bien sûr, hein. Après on peut y revenir, hein. On peut venir tirer sur les petits bitonio que vous avez ici, et vous pouvez changer leur couleur, vous les déplacer, c'est à dire qu'ici si je veux par exemple au milieu une autre couleur, je vais choisir du bleu, ici je veux mettre du noir, et bien je mets du noir, voilà. Si je veux rajouter une couleur, eh bien je viens sur la ligne, vous avez un petit plus, vous appuyez, et là ça vous rajoute une couleur, ou alors vous pouvez la supprimer, et après vous réglez comme vous le souhaitez, voilà, votre effet. Donc on va annuler. Ensuite vous avez le remplissage radial, donc là ça peut être intéressant si par exemple, on va supprimer la sélection, vous faites un rond parfait avec Shift, donc comme ceci. Et on va venir y donner un effet lumineux. Comme ceci. Voilà. Alors là on peut rajouter plusieurs couleurs si on veut vraiment donner un effet. Là, on peut foncer. Voilà. On peut jouer sur ça. Et après pareil, hein, vous pouvez supprimer une couleur, en rajouter. Voilà, par exemple là on pourrait choisir du gris comme ceci, venir avec du blanc ici plutôt. Oui, on peut faire tout un tas de choses. Voilà, on peut faire plein de... Bon, il y a plein de possibilités. Donc on va annuler. Voilà. Annuler la sélection, supprimer la forme. Ensuite, vous avez l'outil texte. Donc là, rien de spécial. Hein. On va écrire par ici. Salut, merci, ça me le prend pas. Ok, bon, alors je vais écrire salut sur le clavier. Là, vous pouvez modifier la police. Ici. Et là, vous modifiez la taille. La police, voilà. Et la taille. Là, si vous voulez, caractère gras en italique, souligné, ainsi de suite. Ok. Et ça vous ouvre la palette de transformation. Donc vous pouvez agrandir votre texte, le faire tourner, le modifier en largeur, en hauteur et le déplacer. Donc là on parle bien de texte, donc ça vous a créé automatiquement un nouveau calque avec votre texte, car c'est pas du pixel, c'est du vectoriel, c'est-à-dire que si vous voulez le zoomer, enfin pas ici, si vous voulez l'agrandir, mais vous pouvez l'agrandir, il ne pixelisera pas, sauf si par exemple vous avez décidé que votre texte était bon, vous voulez le modifier avec des peintures et tout, et bien vous venez ici, vous laissez appuyer et vous faites rastériser le calque texte. Alors bien sûr vous pouvez modifier votre calque, le renommer, hein. Vous pouvez modifier le calque texte en venant ici, vous lâchez et là vous pourrez remodifier votre texte. Il n'y a que de cette façon pour le modifier. Ensuite vous pouvez, une fois que vous trouvez que votre calque, que votre texte est correct, mais vous pouvez le rastériser, ça veut dire il va se pixeliser. Vous allez pouvoir venir dessiner par dessus si vous voulez faire des effets, faire ce que vous voulez. Et vous pouvez, là pour vous montrer que c'est bien du pixel, il transforme en pixel, il va pixeliser. Quand je vais zoomer, plus je vais zoomer, plus il va pixeliser. Donc faites attention à ça quand vous rastérisez un texte, hein. Assurez-vous qu'il a la bonne dimension, que vous n'avez pas à le modifier juste après, pour éviter cet effet, cet effet pixelisé. D'accord? Allez, on va revenir en arrière avec notre salut là. Alors on a vu cette partie, on va revenir sur un calque, on a vu cette partie, cette partie, cette partie et cette partie. On va voir celle-là. Alors là on va parler des outils d'aide au trait. Donc on va sélectionner un crayon, on va prendre une couleur un peu sombre là, noir, enfin gris.
Donc on va commencer, on va supprimer ça, on va aller sur le calque salut, on va venir le supprimer. Donc vous venez supprimer le calque ici dans tous ces icônes que vous avez ici. Oui, vous avez tout un tas de choses, on peut le voir de suite. D'ailleurs, vous avez dupliqué le calque, ajouter un calque, supprimer le calque, renommer le calque, là modifier le calque texte, rastériser le calque ou alors le verrouiller. Donc là on va le supprimer. Quand vous êtes sur un calque classique, vous avez exactement les mêmes choses, sauf qu'en bas, ces deux icônes ils changent, c'est tout fusionné, ça veut dire ils fusionnent tous les calques, ou alors juste fusionner avec le calque qui est en dessous. D'accord? Alors, pour les outils règles, pour la règle là, vous sélectionnez la règle. Vous avez des petites poignées à chaque extrémité et au milieu. Au milieu, elle vous sert à déplacer la totalité de la règle. De chaque extrémité, vous sert à déplacer un coin. Si vous voulez placer votre règle sur un centre de pivot, sur un centre, hein, on est d'accord? Donc vous faites une croix ou un point, là c'est juste pour l'exemple. Vous placez votre point qui est ici, là. Là je ne peux pas plus écrire, donc vous le placez là. Et quand vous allez déplacer votre règle, elle va tourner autour de cette croix. C'est-à-dire que vous pouvez faire des lignes qui vont fuir automatiquement vers ce centre. Et vous ne pourrez pas vous tromper, vous ne pourrez pas vous décaler, ça fuira toujours vers ce centre. Il n'y a que si vous le déplacez par rapport à ici que vous allez perdre votre point de repère. Mais vous pouvez toujours venir le replacer à tout moment et remettre votre règle tout autour pour faire des lignes fuyantes. Si on donnait de l'importance à une scène par exemple, comme dans des BD, ça se fait souvent ça. Alors pensez que quand vous activez une aide au trait, vous ne pouvez pas dessiner ailleurs que sur la ligne que vous avez en pointillé. D'accord? C'est-à-dire que même si je pointais ici, ça va dessiner automatiquement sur le trait. Et ça réagit aussi à la pression du stylet. Ça veut dire que si j'appuie doucement, ça va faire un petit trait. Et si je commence à appuyer de plus en plus fort, ça va grossir mon trait. Voilà. Donc on va supprimer ceci. On va activer après le rapporteur. Donc pareil, au milieu vous déplacez. À gauche, vous agrandissez ou vous diminuez la taille de votre rapporteur. Ici, vous le mettez en rotation. Vous double-cliquez sur le symbole rotation pour le replacer horizontalement. Ici, vous venez déformer votre rapporteur. Vous pouvez venir le placer comme vous le souhaitez. Vous double-cliquez sur la déformation pour le remettre en cercle parfait. Et quand vous voyez que vous avez trouvé le cercle qu'il vous faut, vous venez tracer tout le tour. Et vous pouvez venir, par exemple, dessiner une jante à lui, une roue on va dire, grâce à cet outil. D'accord? Alors vous pouvez venir zoomer. Voilà, je vais pas... Ah là là. Là. Alors, on pourrait faire tout le tour comme ça pour faire une roue, hein. C'est pas le but. Alors là par exemple du coup vous pouvez joindre cette forme si vous voulez la mettre en perspective et vous pouvez le faire avec l'outil déformation. Et ensuite vous avez juste à compléter votre jante. Comme ceci. Rajouter certains éléments de l'autre côté. Voilà, bon après ça a modifié, mais déjà ça vous aide à placer votre jante. Après vous avez l'outil pistolet. Donc ça c'est des guides pour faire des courbes, hein. Bon, je m'en sers jamais, on va dire. Après ça peut aider certains, hein, pour certains dessins, bon, si vous avez des courbes à faire. Voilà, hein, vous avez plusieurs modèles, donc vous cliquez ici pour changer le modèle de votre pistolet. Là, il y en a plusieurs. Ici, vous déplacez le pistolet. Là, vous pouvez le changer sa symétrie, le mettre en mode miroir, c'est exactement pareil.
le faire tourner comme ici et l'agrandir ou le diminuer comme ceci. Bon, c'est exactement pareil que pour l'outil ellipse. Donc on va fermer ça, on va effacer. Ensuite vous avez le guide de perspective. Bon là on va pas en parler aujourd'hui aussi, hein. Vous savez qu'il existe. Par exemple je sélectionne le mode 1 point de fuite. Vous mettez votre point de fuite en place, votre ligne d'horizon. Ensuite vous venez par exemple dessiner automatiquement, on va faire par exemple un carré qui va se trouver à cet endroit là. Et là si je dirige mon trait vers le point de fuite, ça va se faire tout seul. Voilà, et là vous avez un cube qui s'est mis automatiquement en perspective. Donc on peut faire des bâtiments comme ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, hop, hop. Il faut bien fuir vers le point de fuite. Voilà. Donc là on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Ça par contre c'est super, ce guide de perspective. Photoshop ça il le possède pas, et ça c'est excellent si vous voulez faire des immeubles ou des bâtiments, c'est super. Vous avez 2 points de fuite, 3 points de fuite, ou vraiment le mode circulaire. Voilà, donc vous pouvez modifier votre cercle ici. Et là, en fait, ce système-là, il remplace ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la règle. Sauf que c'est plus rapide, bien sûr. Alors il faut bien fuir, sinon vous avez tendance à faire le rond que vous avez là. Ou alors il faut carrément zoomer pour pas avoir accès au rond. Et là, vous pouvez faire directement vos points de fuite. Alors il faut pas vraiment donner le bon sens de votre trait, hein, sinon ça va partir droit, hein, oui, de travers. Il faut vraiment indiquer que vous voulez fuir à l'extérieur par rapport à ce point, ou alors à l'intérieur. Ça remplace l'exemple que je vous ai fait avec la règle tout à l'heure, sauf que c'est plus rapide. Mais bon, vous voyez que les deux sont possibles. Voilà, on va supprimer. Voilà à peu près le guide de perspective. Alors vous pouvez le verrouiller, hein, pour pas le bouger. Si par exemple là vous dites là je veux le positionner à cet endroit là, ben, vous cliquez sur ça et ça verrouille automatiquement votre guide de perspective. Supprimer l'aimantation, ça veut dire que là ben, si vous dessinez, ben, vous n'avez plus l'aimantation, donc vous pouvez la supprimer, la désactiver momentanément si vous avez autre chose à dessiner autour, puis la réactiver pour après repartir. Je fais l'inverse, la réactiver pour repartir correctement sur vos points de fuite. Voilà. Allez, on a vu le guide des perspectives. Ensuite, on a la symétrie. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez le guide de symétrie qui est ici. Donc ça, si vous voulez faire des recherches, je vais sélectionner ça par exemple. Ben, un visage, par exemple, si vous faites un visage extraterrestre, ben, ça le fait automatiquement sur votre droite, ou si vous dessinez à gauche, ben ça vient le faire sur votre gauche. D'accord? Donc ça c'est pratique aussi, c'est pas mal. Voilà, un petit truc rapide. Ok. Bon ben là bien sûr, on n'aurait pas besoin d'avoir de symétrie pour les veines, donc vous le désactivez. Vous le réactivez à tout moment. Alors vous avez plusieurs solutions, c'est vous pouvez bloquer pareil votre symétrie, parce que ça se trouve, sans faire exprès, vous pouvez bouger cette petite poignée et du coup vous allez perdre votre symétrie. Ça veut dire que si vous allez vouloir venir le recaler, mais vous allez être pas bien calé, vous allez vouloir revenir sur votre dessin, on va être en décalé. Donc vous pouvez la bloquer, la verrouiller avec le petit cadenas, comme l'outil de perspective. Ici, vous pouvez, ça veut dire que vous n'avez pas d'interruption par rapport à droite ou à gauche. Si vous dessinez à droite, à gauche, que vous allez à droite, ça continue à droite, ça revient à gauche, ainsi de suite. Parce que cet outil est activé. Si vous le désactivez, vous mettez que le rond, enfin que cette forme de rond, vous allez vous arrêter automatiquement à la symétrie. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, hop. Voilà. Donc c'est à vous de voir selon ce que vous voulez faire.
Petite maison rapide. Cet outil symétrie va vous permettre de créer du silhouettage en fait. Quand vous faites de la recherche de caractère design, de recherche de personnages, vous avez juste à travailler sur un côté. Du coup vous gagnez du temps, un temps précieux, hein. Et vous pouvez même créer des silhouettes, bon, carrément des visages, des objets. Là vous voyez j'ai fait une maison de face, donc vous pouvez créer des monuments. Et tout ça en fait ça va vous servir de base de données pour après les développer et créer vraiment des feuilles de caractère design avec des vues de face, des vues de dos, des vues de trois quarts, des visages pareils dans toutes les positions. Et voilà, et là grâce à ça vous avez déjà votre début d'étude. Allez, hop. Alors vous avez l'outil symétrie qui marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez activer les deux, hein, bien sûr, vous voyez. Si j'active les deux en même temps, vous avez les deux qui sont actifs. Ou alors vous désactivez un et vous avez du coup que celui-là horizontal. Voilà. Vous le réactivez. Voilà, vous faites comme bon vous semble. À vous de voir. Selon le rendu que vous voulez donner. Et là vous avez carrément une symétrie multiple. Alors là, bonjour les dégâts. Moi je m'en sers pas. Je m'en sers jamais. Voilà. Et vous pouvez cacher aussi vos lignes de symétrie. Là ça permet de rajouter en fait des segments, des lignes. Alors plus vous augmentez, bien sûr, plus vous en aurez. Donc là c'est pratique, par exemple, on va dézoomer. Là si vous voulez faire quelque chose de... par exemple une jante à lu. Vous voyez, on aura plus vite fait de faire comme ceci. Voilà. Bon, après je vous conseille quand même de mettre le rapporteur pour faire le contour extérieur. Voilà. Et ainsi de suite. À vous de vous amuser avec ces outils. Très pratique d'ailleurs. Hein. Comme là, les ronds, vous pouvez les faire directement avec l'outil Ellipse. Mais après, tous les motifs, si vous avez des motifs à faire, vous pouvez les faire directement avec cet outil. À vous de régler le nombre de lignes que vous souhaitez. Hein. Voilà. Alors, on a fini de voir les outils d'aide au trait. Donc on a vu, on va faire un contrôle 0. On a vu ça, 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 et ça, et ça, et il ne reste plus que ça. Alors donc, on va effacer ça. Alors, bon, c'est l'aide au trait. Vous aviez des repères ici de règles, rapporteur, des pistolets, guide de perspective et de symétrie. C'est aussi une aide au trait, on va dire ça, hein, mais c'est une autre partie. C'est-à-dire que vous suivez pas un segment, vous êtes libre avec votre trait, sauf que là, vous avez le premier qui est le trait fixe. C'est-à-dire que si vous avez, on va le mettre à fond, à 200, vous avez un temps de retard, vous voyez la ligne, sur votre trait, ce qui vous permet de gérer votre courbe plus facilement. Et de faire quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus, on va dire, propre, que si vous le faisiez à main levée. Je vais faire la même chose à main levée. Bon, je vais le décaler. Je le rapetir un petit peu, mais bon, je n'ai pas beaucoup de place. À main levée, surtout sur une tablette graphique, on est beaucoup plus tremblant. C'est pas comme quand on dessine quand même sur du papier. Vous voyez, toutes ces parties là, ça fait quand même, j'exagère, il y a des vagues, comme ici. Ou alors il faut aller vraiment vite. Il faut savoir déjà où vous voulez aller. Ok? Mais quand vous repassez un trait, on va dire de l'ancrage, vous êtes obligé de repasser à l'endroit que vous voulez suivre. Si vous le faites à main levée, vous allez être tremblant.
Il n'y a que vraiment si vous faites un trait, on va dire rapidement, comme ceci. Vous voyez, si je fais quelque chose de rapide, il n'y a pas de problème. Je vais avoir une courbe, on est d'accord, assez lisse, pas tremblante, il n'y aura pas de ces traits, je vais exagérer, il n'y aura pas ce fameux tremblement ou vague sur votre trait. Mais il faut savoir où vous voulez aller déjà. Ok? Et ce guide, ben, il est fait pour ça. Alors vous pouvez diminuer votre temps de... Plus vous faites une courbe, on va dire, grande, plus vous augmenterez votre temps de retard. Ok? Plus votre courbe sera petite, plus vous allez le diminuer le temps de retard. Voilà, à vous de vous entraîner, essayez de vous entraîner à faire des spirales pour voir comment ça fonctionne. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez l'outil courbe prédictive. Alors ça, c'est très pratique quand vous voulez faire des... On va le mettre à fond, pareil. Quand vous voulez faire des cercles à main levée, sans vous servir de l'ellipse. Vous voulez faire par exemple, on va faire une forme d'œuf. Vous voyez, il règle automatiquement la courbe. C'est-à-dire que si je vais essayer de faire des traits un peu tremblants ou des vagues, normalement, il va me régler la courbe. Vous voyez, il la lisse et voilà, elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse. Vous n'avez pas d'ondulation ou de tremblement, comme si je faisais ici. Vous voyez, je fais des tremblements. Là, je vais lâcher et tac, ça me ferme mon cercle. Alors, je peux faire des ellipses, on peut faire tout un tas de choses. Alors, plus vous le ferez petit, moins ça marchera, bien sûr. D'accord? Mais plus il sera grand, plus ça va agir. Voilà. Ça, vraiment, ça lisse. Ah, vous pouvez ne pas fermer aussi votre cercle. Vous voyez, il règle automatiquement. Alors, et après, c'est à vous de régler en fonction de vos besoins la tolérance de l'aide au trait, hein, ici. Ça va de 1 à 5. Voilà. Alors, ça peut aider aussi sur les traits. Vous voyez? Regardez, je fais un trait un peu ondulé. Je vais lâcher. Et là, il me l'aligne complètement. Donc, si vous avez des hachures à faire, si vous ne vous sentez pas à faire plein de traits assez droits, ben, vous pouvez utiliser cette aide qui va vous aider un petit peu à rectifier vos tremblements ou votre alignement. D'accord? Après, à vous de voir la tolérance que vous souhaitez. Donc, si je fais comme ça, automatiquement, voilà. Voilà pour cet outil. Ensuite, vous avez les styles de dessin. Donc, alors le style de dessin, par contre, vous en avez 4. Vous savez, le premier, c'est l'outil ligne. Il fait juste un trait. Donc, vous maintenez appuyé, vous choisissez votre ligne et vous lâchez. C'est beaucoup plus rapide que quand on choisit la règle. Sauf qu'ici, vous ne pouvez pas modifier la sensibilité du stylet. Ça fait automatiquement la taille maxi de votre pinceau. C'est-à-dire que là, le maximum, si j'avais appuyé sur mon crayon, il aurait fait cette grosseur. Et bien là, il va me dessiner directement la grosseur du trait. Si je prends par exemple ce pinceau, mais à mon avis il est réglé beaucoup plus gros, il va me faire un plus gros trait, vous voyez. Pareil pour le brush, et ainsi de suite. Vous voyez, là c'est un stylo, c'est plus fin, donc ça me fait un petit trait. Voilà, ça dépend selon le réglage de votre pinceau. Vous l'avez ici, dans la palette des pinceaux, là, vous avez la propriété, le premier icône qui est sur la gauche, c'est la propriété du pinceau, et vous avez la taille qu'il fait. Vous voyez, là c'est une taille de 12, donc je vais effacer ça. Exemple, je vais lâcher mon trait, il va me faire une taille de 12, alors qu'à l'extrémité, il est beaucoup plus fin. Si je grossis mon pinceau en 48, mais il va prendre en charge, en compte, la plus grande largeur, la plus grande épaisseur. Vous voyez? Et si je fais un trait super fin, et bien là j'aurai un trait de la largeur maxi que vous avez ici. Voilà, donc c'est à vous de voir. On peut réinitialiser les propriétés du pinceau. Si jamais vous avez touché, vous vous dites mince, j'aurais voulu revenir sur à l'origine, comme dans les réglages d'origine, vous faites réinitialiser, vous faites OK, et puis là il revient en état d'origine. Vous pouvez fermer avec le petit point rouge. Quand vous passez dessus, ça devient rouge, c'est pour fermer. Ensuite, vous avez l'outil carré. Bon, mais là c'est pour faire des carrés, des rectangles. Donc vous connaissez la technique, hein. Si vous maintenez Shift, ça va faire un carré parfait.
Et si vous lâchez, vous pouvez régler la largeur, la hauteur, comme vous le souhaitez. Ici, c'est pour faire des ronds. Pareil, c'est un guide pour faire des ronds. Ça fait automatiquement des cercles, des ovales, enfin des cercles, des ellipses, ainsi de suite. Un rond parfait, vous maintenez Shift, vous lâchez, et voilà. Toujours, faites attention, c'est en fonction de l'épaisseur maximum de votre pinceau. Et ensuite, vous avez l'outil polyligne qui, lui, vous appuyez. Vous donnez un appui sur chaque point et vous définissez le dessin que vous voulez faire en fait. Là, si vous voulez faire une silhouette de, on va dire de, bon, c'est un peu vite fait, mais de bâtiments en fond, et bien vous allez sélectionner vos bâtiments, enfin vous allez dessiner la silhouette de vos bâtiments, et quand vous décidez que c'est bon, vous faites un double clic en bas et là ça vient dessiner votre trait. Et ça vient repasser vos pointillés avec le trait définitif. Voilà, donc là on a fait le tour de la barre d'outils. On va finir par l'explication des calques, des panneaux calques et des palettes et de ces petits curseurs que vous voyez en haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Je désélectionne ça de ces deux palettes, de ces deux curseurs. Alors, on va commencer d'abord par la palette des calques. Ici, vous avez plusieurs icônes. Vous avez plus, ça c'est pour ajouter des calques. Ok. Là, c'est pour ajouter un groupe. Je m'en sers jamais parce que je préfère aller directement ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un groupe, c'est-à-dire que si vous avez ajouté un groupe par là, vous avez des petits bitoniaux sur le côté là. Réorganiser le calque. Vous pouvez appuyer et faire glisser, déposer pour choisir l'emplacement, l'ordre de vos calques. C'est-à-dire que si vous voulez que le 10 soit en dessous du 3, et bien vous venez l'amener manuellement sous le 3. Ok. Si vous voulez que le calque 3 et 10 aillent dans le fichier, dans le groupe, dans le dossier groupe 1, vous appuyez ici, vous allez pas dessus, mais là à l'intérieur, donc c'est encadré de bleu, vous lâchez et votre calque 3 sera à l'intérieur du panneau groupe. Si vous voulez mettre plusieurs calques à la fois, vous maintenez Shift appuyé, vous sélectionnez vos calques, vous lâchez Shift, vous venez appuyer sur réorganiser le calque, vous venez le mettre à l'intérieur du groupe, et une fois que c'est encadré de bleu, vous lâchez, et là vous avez tous vos calques sélectionnés qui sont à l'intérieur de votre groupe. On peut les masquer avec ce petit œil, ou les rendre visibles, on peut les verrouiller, ou alors on peut baisser l'opacité ici, vous avez le raccourci ici aussi. Bon, c'est à côté. Voilà, vous pouvez renommer votre groupe, les dissocier, fusionner le groupe, c'est-à-dire qu'il va fusionner tous les calques qui est à l'intérieur, les verrouiller carrément. Donc si je les dissocie, ben, ça va me sortir tous les calques qu'il y a à l'intérieur du dossier groupe, et ça va le supprimer par la même occasion. D'accord. Vous pouvez aussi ajouter une image. Donc ajouter une image, c'est-à-dire là je suis dans on va dire, on va ajouter ça, on va la diminuer. Voilà, donc ça m'a ajouté sur un nouveau calque une image que je peux venir redimensionner, redessiner. Ça c'est un dessin que j'avais fait traditionnellement et ancré traditionnellement, mais on peut venir par exemple le coloriser directement sur la tablette si on le souhaite, ou le finaliser, par exemple finir le dessus des cheveux. Bon là il faudrait que je prenne bien sûr le stylo qui va bien, hein. Voilà, et le faire plus proprement. Là c'est vraiment du rapide. Voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. On peut vraiment finaliser le dessin. Voilà, ainsi de suite. Alors, après vous pouvez, ça on l'a vu tout à l'heure, effacer directement le calque. C'est-à-dire que moi j'ai mon dessin sur le calque 11, mais je peux le supprimer. Bon, on va le remettre en faisant précédent, CTRL Z. Ensuite vous avez un petit panneau qui vous ouvre plein de petits menus.
où il y a des raccourcis. Et tout ça, tout ce que vous avez là, vous l'avez ici aussi. Ajouter nouveau calque, c'est le plus que vous avez là. Ajouter une image, vous l'avez ici. Nouveau groupe, vous l'avez là. Calque du groupe, alors ça c'est intéressant. Exemple, vous sélectionnez avec Shift, on va dire, vous pouvez sélectionner directement toute une ligne de calque aussi. Hein. Vous maintenez Shift appuyé, vous sélectionnez le premier calque, vous venez sélectionner le dernier, et ça va vous sélectionner tous les calques d'un groupe qui s'est trouvé entre les deux calques sélectionnés. Vous allez ici, vous faites calque du groupe, et ça va vous mettre tous les calques dans un nouveau groupe, que vous pouvez renommer. D'accord? Ensuite, vous avez dupliqué, vous pouvez dupliquer le groupe, renommer, verrouiller le calque, supprimer. Ça, vous l'avez déjà aussi à l'intérieur, quand vous laissez appuyer à l'intérieur du calque. Moi, j'ai un petit bug, il ne veut pas s'afficher. Voilà. Tous ces icônes-là, vous les avez à l'intérieur ici. Alors, vous n'avez pas les mêmes éléments pour un groupe que pour un calque. On est d'accord, hein? Mais ça c'est pareil, de toute façon on en parlera aussi dans des tutoriels. On se servira de tout, donc il n'y a pas de souci, on y reviendra. Donc, on va fusionner le groupe. Du coup, on n'a plus que ce calque. Ça, on va le supprimer. On va d'ailleurs supprimer le calque. Et là, on a fait le tour du panneau de calque. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Tout ce qui est mode de fusion, ça c'est pareil, on en parlera pendant des tutos, des exercices, dessins. Donc ça sert à rien d'y revenir maintenant, ça serait trop long et laborieux. Donc il vaut mieux l'apprendre directement en faisant un dessin. Donc ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Ça marche exactement comme dans Photoshop, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, il y a un peu moins de... Il y en a quand même pas mal, mais disons qu'il y en a assez pour faire de l'illustration. C'est pas un souci. Alors, on va replacer CTRL O, CTRL 0. À chaque fois je dis CTRL O, mais c'est CTRL 0. Voilà, on va venir maintenant parler de la palette des pinceaux. Donc vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir. Hein. Ok. Ici, c'est la palette de base. Vous avez deux petits icônes. Celui-là, on l'a déjà vu, c'est les propriétés du pinceau. Donc ça dépend les pinceaux. Ici, par exemple, le crayon, il n'a pas énormément de modifications possibles. Si vous prenez l'outil pinceau, par exemple, lui, il a beaucoup plus d'options. Et en paramètres avancés de base, c'est pareil, il y a très peu. Mais en paramètres avancés, il y a énormément d'options que je vous invite à venir tester. Par exemple, voilà, on va pas dessiner, on va créer un nouveau calque pour pas dessiner sur Albator. Si je veux faire une taille, la taille plus grande avec une pression élevée, et bien j'augmente ici, et plus j'appuierai fort, plus ça fera un gros trait. À vous de tester tout ça. Voilà, vous pouvez faire, on peut modifier énormément de choses, l'opacité, l'espacement, c'est-à-dire que là, si vous voulez faire plein de petits ronds à la suite, ben vous sélectionnez comme ça. Voilà, car à la base, votre pinceau c'est un rond, d'accord? Et c'est en choisissant le nombre d'espacements, plus l'espacement est resserré, plus ça vous fait une forme lisse. Voilà, après vous choisissez l'arrondi ou pas, ça peut donner une texture à votre outil, hein, vous voyez, ça fait un peu comme de la calligraphie, là, on pourrait faire. Voilà, voilà le rond, bien sûr, il faudrait l'arranger. Voilà. Je vais réinitialiser mon pinceau pour revenir aux valeurs d'usine, donc je vous invite à venir vérifier, enfin venir tester ces éléments. On peut, vous voyez la forme, on peut modifier le grain, rajouter de la texture. Vous voyez, par exemple là j'ai rajouté de la texture. Alors vous pouvez en importer ou capturer, la fabriquer carrément. Vous pourriez fabriquer une texture, venir la capturer comme ceci, et là ça vous a capturé une texture. Vous voyez. Voilà. Mais ça pour la création des brosses c'est pareil. Je pourrais faire un tuto exclusivement sur la création des brosses. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Réinitialiser, ok. Donc ici après vous avez la bibliothèque des pinceaux, parce que dans Sketchbook vous avez tout un tas de pinceaux qui est fourni, et moi aujourd'hui je vais juste vous parler de cette palette, la palette Copic, car elle va marcher avec la bibliothèque Copic.
Donc ici vous avez une petite icône. Vous pouvez bien sûr réorganiser l'ensemble de vos pinceaux par préférence. Si vous voulez avoir la palette Copic en premier en haut, et bien vous pouvez la déplacer. Donc cliquez déposer. Ou alors vous venez sur ce centre, vous laissez appuyer. Et vous avez un petit menu qui s'affiche. Vous pouvez copier le pinceau sélectionné. Vous pouvez créer un nouveau pinceau carrément. Créer un nouvel ensemble de pinceaux. C'est-à-dire que vous allez créer un nouveau document ici. Que vous pouvez renommer. Et après vous pouvez mettre les pinceaux que vous utilisez. Mais ça ne le faites pas. Ou si vous pour l'instant, parce que tous les tutos qu'on va faire, je vais me servir vraiment des outils de base qu'il y a dans Sketchbook. Donc ça on en parlera plus tard aussi. Donc on va supprimer cet ensemble de pinceaux. Ensuite vous avez, j'ai un temps de retard sur vous pouvez exporter l'ensemble de pinceaux si vous voulez sauvegarder votre ensemble de pinceaux que vous avez créé. Vous pouvez en importer de nouveaux. Vous pouvez supprimer un pinceau, voilà, ainsi de suite. Donc là si vous voulez passer votre palette par exemple de Copic, vos pinceaux Copic sur la palette de pinceaux qui est ici, si vous voulez remplacer, vous pouvez directement venir sélectionner ce petit, la broche définie sur palette. Et ça va automatiquement vous mettre les pinceaux Copic, les outils Copic sur votre palette. Donc on va fermer ici. On va ouvrir la palette, la bibliothèque Copic, pardon, des couleurs, voilà. Et on va détailler un peu plus ceci. On va prendre la grosse brosse. Le gros pinceau, le gros marqueur. Là vous voyez, ça marche par rapport à la transparence. Comme les feutres Copic, hein. Plus vous allez passer, plus vous allez foncer. Ici, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler dans la même méthodologie que on le ferait en traditionnel. Si on veut faire une couleur peau, on viendrait choisir une couleur peau. Bon là bien sûr, il faut que je passe le calque au-dessus. Le mettre en mode produit pour que les blancs deviennent transparents. Et là on peut venir coloriser. On viendrait faire la peau. Alors je vais travailler salement là, c'est vraiment du rapide. C'est pour vous montrer. Hein. Je viens passer ma couleur peau. Ensuite je viens définir une couleur plus sombre pour les endroits où ça en a besoin. Et ainsi de suite. Voilà, normalement il faudrait sélectionner quand même un pinceau un peu plus petit. Hein. Voilà. Bon, on va faire de la colorisation aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer rapidement. On peut, si on le souhaite, venir sélectionner le mélangeur pour adoucir légèrement les teintes, pour moins voir les marques de votre marqueur comme on le ferait réellement pour fondre. Voilà, pour fondre l'encre avec les précédentes couches. Voilà. Et comme ceci, on peut s'amuser à dessiner comme on le ferait en traditionnel avec des feutres marqueurs. Donc ça, je ferai peut-être un tuto spécialement sur un dessin ancré et on mettra en colorisation en se servant que de la bibliothèque Copic et des feutres Copic, des feutres marqueurs Copic. Donc si ça vous intéresse, mettez-le dans le commentaire si vous voulez un tuto exclusivement sur les outils feutre alcool avec la bibliothèque Copic. On s'entraînerait à faire un dessin, un croquis, on l'ancrerait et ensuite on le mettra en couleur de la façon comme en traditionnel, la même méthodologie avec les feutres. Donc, pour là je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel de l'interface. Qu'est-ce que j'oublie? Là on va resélectionner les éléments de base, on va les recharger en faisant comme ceci. On va supprimer, bon on peut le laisser pour l'instant. Ah oui, alors dernière chose, il manque ces curseurs. Alors vous avez le curseur qui concerne le curseur du pinceau, c'est-à-dire on va sélectionner par exemple celui-là, ce pinceau. On va créer un nouveau calque, on va pas abîmer la couleur qu'on vient de faire. Voilà.
Là, vous avez un pinceau avec une taille et une opacité. Ça va nous servir à changer la taille du pinceau et l'opacité du pinceau. C'est-à-dire la charge de couleur qui va déposer sur votre papier numérique. Vous maintenez appuyé sur le curseur, vous allez à droite, ça va augmenter la taille de votre pinceau. Vous allez à gauche, ça va la diminuer. Vous maintenez, vous allez en haut, ça va augmenter l'opacité de votre pinceau. Vous allez vers le bas, ça va diminuer l'opacité. C'est-à-dire que vous allez avoir une couleur moins chargée. Et plus vous allez passer de couches, plus ça va venir sur l'opacité maximale. D'accord? Après, vous pouvez venir fondre tout ceci pour créer un dégradé. Alors c'est pareil, ces outils, vous pouvez vous amuser à les utiliser. Hein. Vous avez les gommes qui sont ici. Voilà, une gomme douce. Ça, c'est l'outil accentué. Donc ça va accentuer les bords. C'est-à-dire que si c'était flou, comme ceci, ça va rendre un peu plus net les extrémités de la couleur hein, ou du trait. Comme ici, par exemple. Vous voyez. Ah non, mais là, il est là. Donc, hop. Ensuite, vous avez l'outil... cet outil flou qui vient mélanger, si je choisissais le bon calque ça irait mieux, qui vient mélanger les couleurs entre elles. Ici vous avez un autre outil qui vient étirer, vous voyez, des fois si vous voulez donner des effets ben là ça va servir à étaler en fait votre couleur. Voilà, selon l'effet que vous voulez donner. Alors vous pouvez sélectionner bien sûr la taille. Hein. À vous de voir. Alors il y a un raccourci pour ce curseur. C'est pour ça que je ne m'en sers pas souvent de ce curseur. C'est la touche B du clavier. Vous maintenez B appuyé et pareil, à droite à gauche ça diminue, ça augmente. Et de haut en bas ça baisse ou ça augmente l'opacité. Voilà, la touche B sur votre clavier. Ça fait exactement la même chose que ça. Ensuite, vous avez, on va effacer, vous avez ce curseur. Ça, c'est le curseur couleur. Vous appuyez une fois dessus, ça va ouvrir en plus petit l'éditeur de couleurs que vous avez ici. D'accord? Mais vous avez l'essentiel. Vous avez ici, vous choisissez votre teinte. Voilà. Et sur le cadran du milieu, vous avez un petit curseur qui va vous aider à choisir, à augmenter de droite à gauche la saturation. Plus vous allez à droite, plus ça saturera la couleur. Plus vous allez aller à gauche, plus ça va la désaturer. Ça va venir dans des tons de gris. D'accord? Ensuite, vous avez la luminance qui se fait de haut en bas. Plus vous allez aller vers le haut, plus votre couleur va être lumineuse jusqu'à aller au blanc. Et plus vous allez aller vers le bas, plus elle va se noircir. Elle va s'assombrir jusqu'à arriver à la valeur la plus sombre qui est le noir, bien évidemment. Voilà, donc ce curseur est très pratique, c'est un très bon raccourci par contre par rapport à celui-là que je me sers jamais. D'ailleurs le curseur de pinceau, moi je le désactive, hein, j'en ai pas besoin. Et celui-là je le garde parce qu'il est très pratique, on a un accès direct au choix de couleur. Hein. Donc on peut modifier sa couleur. Ici si vous avez un petit encadré qui vous montre directement la couleur que vous avez sélectionnée, plus des valeurs à niveau de gris. Vous pouvez directement sélectionner si vous faites une illustration à niveau de gris. Si vous la travaillez qu'à niveau de gris, et bien là, je l'ai fermé comme un abruti. Alors, curseur de couleur, voilà. Donc vous pouvez sélectionner directement les niveaux de gris. Voilà. Donc c'est bien pratique. Après, vous pouvez mettre en couleur ces niveaux de gris. Donc ça, on fera un tuto sur ça aussi. Sur l'éditeur de couleur, ce que je vous avais pas dit, on peut... moi, ce que je fais, je règle sur HSL. Donc ici, on règle la teinte que l'on souhaite et après on vient modifier la saturation directement ou la luminosité, la luminance de votre couleur. Si vous avez une couleur qui vous plaît, vous pouvez venir ici, la déplacer et la sauvegarder dans votre palette de couleurs qui est juste ici. Voilà, donc vous pouvez remplacer aussi celles qui sont existantes. Hein. Si vous voulez créer votre propre palette de couleurs, ben vous pouvez vous remplacer ce que vous voulez. Hein. Vous faites un cliquer déposer à l'endroit de la couleur que vous voulez remplacer, vous rejetez au fur et à mesure
Comme ça vous permet, si vous travaillez sur une illustration, que vous utilisez toujours à peu près tant de couleurs pour cette illustration, vous pouvez y revenir facilement et jusqu'elles seront sauvegardées. Vous pouvez annuler ce petit panneau, mais moi je le laisse. Vous pouvez venir chercher avec la pipette une couleur que vous avez sur l'écran, si elle vous intéresse directement, et vous avez la touche raccourci, c'est Alt. Donc moi je me sers que de la touche raccourci. C'est Alt, voilà, comme ça vous appuyez, vous lâchez, c'est automatique, vous revenez directement sur votre crayon. Hop. Voilà. Donc on a fait le tour pour ça. Pareil pour la bibliothèque Copic. Si vous vous servez par exemple pour faire une couleur de visage, vous servez de R00, ben, vous pouvez la sauvegarder en la faisant clic déposé dans le jeu personnalisé. Voilà, vous mettez les couleurs que vous utilisez. Vous pouvez venir et la chercher directement aussi. Et là, vous savez que pour cette illustration, vous avez sauvegardé telle ou telle couleur. Si vous aviez du vert, par exemple. Alors, autre chose aussi, quand vous sélectionnez une couleur, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des complémentaires, c'est-à-dire des couleurs qui s'accordent avec la couleur que vous avez déterminée. Elles se mettent en dessous, les complémentaires. Donc vous pouvez venir directement après l'appliquer là, la mettre dans votre jeu personnalisé. Et c'est des couleurs, vous pouvez faire une illustration par exemple avec ces deux couleurs. Bon, c'est des couleurs qui sont vives là, mais c'est des couleurs complémentaires qui s'accordent. Voilà, après vous pouvez supprimer votre jeu personnalisé pour le mettre à 0. Vous faites un cliquer déposer à l'extérieur et ça supprime toutes vos couleurs. Bon, ben voilà, on en a terminé avec l'interface de Sketchbook. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la démonstration d'un speed painting que j'ai réalisé il y a un petit moment. C'est sur le thème de la nature et c'est pour le dessin d'une libellule d'après photo. Voilà, c'est pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire avec le logiciel. Bien sûr, on pourra faire des tutoriels sur du manga, sur tout un tas de choses, du comics. C'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Mais là, en attendant, je vous mets une petite démonstration en speed painting sur la création d'une libellule. Allez, je vous dis à la prochaine et que les dessins soient avec vous. Allez, bye!